Bon, c'est l'heure de l'avant-match. Ce match très important, comme il a dit De Zerbi à la conférence de presse, il est primordial de prendre les 3 points. Je vais pas parler de revanche, de vengeance, comme beaucoup le sortent comme ce mot-là, mais je trouve que c'est juste un match comme les autres, qu'il faut remporter. Certes, il y aura une équipe en face qui nous a posé des problèmes au match aller, mais il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Comme il a dit, Wiki, le coach adverse, Pélissier. Beaucoup de choses sont passées. Il y a eu un changement de système, un changement de joueur, un changement de mentalité. C'est ce qu'il a mis en place donc De Zerbi. Et les stages qui ont été à Malmort, les stages qui ont été au Danemark ont fait du bien pour cela. Donc les amis, donc on va aller tout de suite sur l'introduction. Tout d'abord, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Comme d'habitude, une petite alerte, allez, qui fait du bien. Le petit like, le petit dislike, l'abonnement, la cloche. Si vous êtes content d'être avec moi, il faut rester avec moi. Abonnement, like, dislike. Allez, et commentaires pour réagir sur tous les sujets. Peut-être que ce soir, je lance un live. Peut-être qu'après la vidéo, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est 21h17. Peut-être quand je l'aurai terminé, il sera 22h, 22h30. Et ben, je vous lancerai peut-être un live en fin de soirée, début de nuit. Comme ça, on fera un petit avant-match de nuit ensemble. Pour ceux qui veulent le vivre avec moi. Et on parlera d'un sujet très très précis que vous verrez à la fin de la vidéo. On y va? Let's go, cacao, intro. Tout en haut, comme Murillo. Comme Roberto. Eh oui, Roberto. Roberto, qu'est-ce qu'il nous disait? Eh oui, Roberto, après le match, allez, vous en souvenez de ces paroles-là? Je vous les fais écouter, ça dure 19 secondes. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez. C'est une faute qui est la mienne, j'en prends mes responsabilités. Et si le problème, c'est moi, eh bien moi, je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça je m'en fous, c'est aucun problème. Moi, j'ai pas envie de faire des excuses, de raconter des bêtises. Moi, je suis là pour dire la vérité, c'est tout ce que je sais faire. Et si le problème, c'est moi, je suis prêt à partir. C'était lors de la défaite au match aller. Alors, on était dans une période difficile. Moi, j'avais fait une vidéo plus ou moins, bon, putaclic ou pas, j'avais mis crise en vue, point d'interrogation, parce qu'il n'y avait pas que ce match-là. Il y avait aussi la défaite lourde contre les Parisiens 3-0 au Vélodrome. Il y avait les défaites en déplacement à Strasbourg. Entre ces 3-4 matchs, 3 défaites qu'on avait subies dans les 4 derniers matchs, il y avait la victoire du côté de Montpellier, face à une équipe qui était très faible à ce moment-là, qui était en très grande difficulté. Donc à cette période-là, on voyait une crise poindre par rapport à la déclaration que je viens de vous montrer. Et oui, c'est par rapport à ça que j'avais dit pourquoi pas une crise qui arriverait. Et ben on a bien réagi, comme je vous l'ai dit dans l'intro, avec les stages qui ont eu lieu, la mentalité qui a changé. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé au match aller pour se souvenir un petit peu du match, voir les erreurs qui ont été commises et voir un petit peu la compo qu'on avait. Parce que finalement, à l'époque, on jouait dans une défense à 4. Comme vous voyez ici, regardez, il y a Balerdi qui monte du doigt, il y a à droite Lirola, il y a Brassier et il y a à gauche Merlin. Voilà, donc regardez bien un petit peu tous les buts qu'on a encaissés, les 3, avec plusieurs erreurs, que ce soit individuel pour le premier but, avec Brassier qui va se tromper, et même collectif sur le deuxième but qui est, franchement, j'ai re-regardé, j'ai halluciné. J'ai halluciné sur les placements, j'ai halluciné sur les erreurs, et sur le troisième but, on va dire placement et erreur, avec Merlin. Merlin sur le deuxième, Merlin sur le troisième, on va aller voir parce que Merlin, je vais faire un petit sujet tout à l'heure. Alors regardez bien le premier but, c'est sur un dégagement du gardien que vous voyez ici. Le gardien, donc Auxerrois, il va dégager, je vais faire quelques pauses, hein. Le dégagement, donc c'est un coup de pied arrêté, boum. Regardez bien le long ballon, donc on a largement le temps normalement de dégager, que ce soit de la tête, du pied, s'il a à se replacer, prendre l'avantage sur le défenseur quand on est un petit peu reculé, comme Brassier. Regardez Brassier, l'erreur qu'il va faire. Brassier qui va arriver face, il sait même pas comment se placer. Là, déjà, il a du mal, il a le ballon dos à son but. Et regardez bien, son placement, voilà, on dirait que c'est carrément un film rigolo, quoi. C'est une dinguerie de se retrouver dans cette situation-là, de manquer le ballon. Voilà, et le ballon qui va passer derrière, Sinayoko qui va marquer devant Rouli. Voilà la grosse erreur individuelle pour le premier but. Le deuxième but, il y a une erreur individuelle. On part d'une erreur individuelle, celle de Balerdi pour sa relance. Mais derrière, il y a plein d'erreurs collectives, comme l'effort que va ne pas faire. En bas, vous voyez, il y a Roberto De Zerbi, Greenwood, qui va pas faire son effort de se replacer alors qu'il est devant le défenseur qui lui prend le ballon. Derrière, il y a un Merlin qui a un cran trop à mon goût, même si on peut passer à 3 quand on a le ballon, certes. En début de saison, c'était un petit peu ce domaine-là. Mais derrière, regardez bien, franchement, focalisez-vous sur Merlin, son replacement. Parce que Merlin, il est là, vous le voyez ici, je vous le montre ici avec la main, la flèche, pardon. Et regardez bien devant lui, le buteur, c'est Gaëtan Perrin, qui est devant lui à ce moment-là. Donc là, on est au départ de l'action. Regardez bien toute l'action. Alors, l'erreur de passe de Balerdi, Greenwood qui attend le ballon. Alors certes, il n'a pas le ballon, mais regardez bien comment il va essayer de faire l'effort. Petit trottinement, tranquillement. Il ne fait pas d'effort vraiment intense pour récupérer, essayer d'être au duel par rapport au joueur qui lui a pris le ballon.
Ensuite, il y a la passe en profondeur. Regardez bien Balerdi, comment il va être perdu. Et Brassier aussi, qui va essayer de compenser les erreurs de Balerdi de placement. Les erreurs aussi de placement de Lirola. Regardez bien encore. Hop, Balerdi ne sait pas où il est. Brassier passe à droite et Balerdi va repasser derrière. Mais c'est déjà trop tard. Et regardez derrière, comme je vous l'ai dit, Merlin qui est ici. Voilà, je remonte en arrière. Je remonte en arrière pour que vous voyez un petit peu Merlin. Merlin au début, regardez bien. Hein, Merlin, il est là. Là, derrière l'arbitre. Regardez bien, Merlin, il a le joueur qui passe devant lui. Il le voit qu'il passe devant lui. Voilà, il trottine. Voilà, il fait pas une grosse accélération pour suivre le joueur. Alors que devant lui, le joueur et Auxerrois, il a tout l'espace vers le but. Et c'est ce qui va coûter le but, pratiquement. Il y a aussi les placements, les erreurs, comme je vous l'ai dit, défensives. Mais ça, c'est une grosse erreur défensive. On va en parler de Merlin comme tout à l'heure. Regardez Merlin qui trottine, hein. Il trottine là, il accélère pas, hein. Alors qu'il est tout seul devant lui, le joueur. Il aurait pu faire une accélération, revenir à la hauteur et essayer de gêner l'attaquant. Mais malheureusement, il va se retrouver tout seul dans la surface. Donc, Gaëtan Perrin qui va battre le gardien. Et pareil pour Balerdi et tout le reste. Le troisième but, alors ça vient d'un départ, regardez bien, hop, au départ Merlin a le ballon, en haut de l'écran, vous voyez. Regardez bien l'erreur, enfin, c'est une erreur ou c'est un duel perdu, on va dire. Voilà, il essaye de dribbler le joueur, il se fait prendre le ballon par Gaëtan Perrin. Derrière, regardez bien la réaction de Merlin, c'est un truc qui m'énerve ça. Le mec, il est, bon, peut-être que tu peux être énervé d'avoir perdu le ballon, mais fais l'effort directement. Regardez combien de temps il met, regardez, j'avance. Le joueur, il attend de faire 5 à 10 mètres avant qu'il réagisse. Il attend que ça soit un autre qui fasse l'effort, puisqu'il monte avec le bras peut-être un autre joueur. Je crois que c'est Enrique côté gauche. Mais il aurait dû déjà réagir tout de suite. Donc Merlin déjà, voilà, déjà à cette époque-là, je ne le critiquais peut-être pas autant que je le fais maintenant, mais j'ai des arguments. Là, on le voit vraiment que défensivement, ça laisse à désirer. Pareil pour le dos de notre profondeur, j'en ai parlé dans la vidéo de ce matin, celle qui est en privé, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc on a des problèmes en défense, surtout sur la profondeur. Là on le voit avec Balerdi qui n'arrive pas à ajuster la profondeur. Il y a Lirola qui est en retard, et derrière Lirola va se faire mystifier par un joueur qu'on va surveiller, c'est Traoré. Le ballon passe en dessous, les jambes de Rouli. Allez, on avait fait ce titre-là, j'avais fait ce titre-là, voilà, manque de couilles. Parce qu'on avait parlé aussi de ça. Il y avait la réponse en public du coach de Zerbi au point de vue de la conférence de presse d'après-match, mais en interne, point de vue joueur, il avait dit directement, en visant quelques joueurs comme Balerdi, vous manquez tous de couilles. Voilà, vous manquez tous de couilles, le mental n'est pas là. Et c'est ce qui craignait un petit peu Roberto De Zerbi. Il voulait peut-être partir pour ce point-là précis. Le mental des joueurs qui étaient défaillants à cette époque. Le stage a fait du bien, l'autre stage a fait du bien, et le changement de système a fait du bien. Les replacements des joueurs à des postes qui leur conviennent parfaitement, ça a fait du bien. Allez, on enchaîne derrière avec la conférence de presse qui commence avec Amir Muriot qui nous dit « On se souvient tous du match aller. Contre Auxerre, demain, il y a un autre match et c'est à nous de tout donner pour le gagner. Concentrons-nous sur nous et on sera supérieur à l'adversaire. » Auxerre, c'est pas une grosse équipe. Voilà, faut pas se leurrer. Ils ont gagné au match aller parce qu'on n'était pas encore au point. Voilà, physiquement, mentalement. Les joueurs n'étaient peut-être pas au poste qui leur convenait parfaitement. Les systèmes n'étaient pas encore compris par tous les joueurs. Et il y avait des joueurs défaillants, techniquement parlant, mentalement, comme Brassier, comme Merlin ce match-là, comme Lirola. Qu'est-ce qu'il avait à foutre ici dans la défense? C'est un joueur qui devrait même plus être au club. Nous sommes une équipe plus forte et plus unie qu'en novembre dernier. Donc l'eau a coulé sous les ponts, comme on le dit. De Zerbi a répondu aussi quelque chose. Il a dit sur ce match-là, c'est un bien, un mal pour un bien, comme on dit. Cette expression-là, et il le dit là. Le match face à la GIA, au final, on doit être content. Donc, on doit être content d'avoir perdu. Donc, c'est un mal pour un bien. Et l'aller, puisqu'il nous a permis de comprendre nos problèmes. Ça nous a permis de voir où étaient nos problèmes. On a progressé, surtout au niveau mental, comme je viens de vous le dire. Au début, on était conditionné par le vélodrome. Maintenant, ça nous pousse. Maintenant, c'est une arme supplémentaire. On est fort à l'extérieur et on est fort à domicile. On maîtrise notre adversaire. Et j'espère que ça se passera comme ça demain, parce que si ça se passe comme ça, je ne vois pas autre chose qu'une victoire. Voilà, on n'est pas au vélodrome, mais je ne vois pas une chose qu'une victoire. Je donne mon prono directement. 1-3-1, comme au match aller. Voilà ce que c'est le côté revanchard de la chose. C'est plutôt le même score qu'au match aller. On enchaîne avec la réponse cette fois du coach adverse, comme je vous l'ai dit. De l'eau a coulé sous les ponts depuis le match aller. L'OM est une équipe fantastique à avoir joué. Il a comparé au PSG, mais je ne vais pas le comparer. Je ne vais pas le mettre en surbrillance. Je m'en fous du PSG. On va faire un petit point sur le live tout à l'heure et on va parler du PSG bien précisément. On enchaîne avec les réponses cette fois de Donovan Léon. Donovan Léon, c'est le gardien auxerrois qui sera titulaire. Je vais vous montrer la compo de l'OM et les compos probables aussi d'Auxerre. L'OM en ce moment, c'est un rouleau compresseur. Vous vous en souvenez que j'arrête pas de le répéter ça? Je suis peut-être un des seuls à le dire, mais c'est en mode rouleau compresseur. Voilà, on maîtrise vraiment nos rencontres en ce moment. Voilà, on prend notre temps. Voilà, quitte à prendre vraiment notre temps et à ne pas marquer en première mi-temps, c'est pas grave. La deuxième mi-temps, avec la fatigue adverse, les espaces qui vont se créer, on va trouver les espaces et on va marquer les buts. Voilà, il faudra être efficace au bout d'un moment aussi. Faut pas se manquer.
Pour vous montrer que le match aller c'est totalement différent, regardez la compo qu'on avait à l'époque, c'était vraiment un 4-2-3-1. Voilà, avec Rabiot qui était devant la défense. C'est pas un rôle qu'il a là actuellement, que tout le monde veut le voir. Parce que moi, finalement, Rabiot, je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais arrêter de comparer aux autres qui vont dire « Ouais, il faut le faire jouer derrière, est-ce qu'il est là ?» Non, c'est pas un récupérateur, Rabiot. Rabiot, c'est un joueur libre du milieu. Il peut jouer à tous les postes du milieu. Il a tellement une qualité supérieure aux autres qu'il peut même jouer presque numéro 10. Je vais pas dire que je le veux le numéro 10, mais au poste où il est actuellement, dans un rôle derrière l'attaquant qui est en ce moment Minguiri, il recale dans le jeu, il va devant, il marque dans la surface, il a un rôle totalement libre. Totalement libre. Donc Rabiot à cette époque-là, il était à ce poste-là. Lirola était présent, Brassier était présent. Voilà un petit peu la compo qu'on avait au match aller. Pareil pour les Auxerrois, on va voir que ça a changé depuis peu. Allez, on y va et on enchaîne avec le classement et les matchs de cette journée. Alors il y a Rennes en ce moment contre Reims. Je vais faire un rafraîchissement. Normalement, le score a changé. Oui, il y a 1-0 pour les Rennais contre les Rémois. Lille-Monaco, gros match demain. Demain, gros match avant notre match. Donc on en saura plus sur Lille ou Monaco. Lille qui est à 8 points derrière nous et Monaco à 6 points. S'il y a un match nul, ça serait le meilleur résultat, je pense. N'hésitez pas à me dire quel résultat vous voulez pour Lille-Monaco, parce que c'est nos concurrents directs. Moi, un match nul, ça me conviendrait parfaitement. Ensuite, Saint-Etienne-Angers, ça ne nous intéresse pas. Auxerre-OM, à partir de 21h05, je serai au travail, je vous ferai un débrief à chaud. Et un débrief à froid. J'ai du mal à le dire. Je vous mets le petit parce que je vais le programmer tout à l'heure. Et je le mettrai le petit ici pour ceux qui sont intéressés de voir le débrief à froid. On le fera dimanche avec Anthony. Voilà, Anthony, c'est l'intervenant du côté de BFM qui est passé la dernière fois, le jeune journaliste, et qui va nous donner son avis sur la rencontre. Auxerre-OM, débrief dimanche 16h. Nantes-Lens, ici et là, voilà, Lyon-Paris. Voilà un match qui peut nous intéresser, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le classement, l'OM toujours à 10 points derrière les Parisiens, 6 points d'avance sur Nice, 6 points d'avance sur Monaco, 8 points sur Lille, 10 points sur Lyon et derrière, bon, Strasbourg, ça commence à être loin, 13 points. Donc on va se concentrer que sur les places européennes jusqu'à la 6e place et les Lyonnais. En cas de victoire de l'OM et en cas de match nul de Lille-Monaco, vous voyez l'écart qu'on peut faire. Monaco, ils auraient 41 points, on aurait 49 points, ça nous ferait 8 points d'avance sur Monaco. Et ça nous ferait 10 points d'avance sur Lille, deux concurrents directs, à 11 matchs de la fin. Ça commencerait à être rédhibitoire pour les Lillois et pas loin d'être rédhibitoire pour les Monégasques. Il resterait 10 à voir s'ils suivent le rythme. Pour l'instant, ils sont à 6 points, mais si ils chutent un petit peu aussi, ça ferait un autre avantage. Et après, derrière, il y a le match Lyon-Paris. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je serais pas pour Lyon, mais ça me dérangerait pas que Lyon gagne. Même s'ils sont à 10 points, ils restent à 10 points de nous, c'est pas grave. Ça ferait que nous, on reviendrait à 7 points des Parisiens. Et n'oublions pas que dans pas très longtemps, le 16 mars, Paris-OM. On ne sait jamais, avec le rythme qu'on met. Les Parisiens qui auront des matchs importants à jouer en Ligue des Champions, en Coupe de France. Donc nous, on aura moins de matchs, moins de fatigue peut-être. La rotation du côté de Parisien peut-être ne va pas fonctionner. Et nous, du côté de notre côté, on sera en forme et on espère arriver en très grande forme avec aucun absent. Voilà, on verra à ce moment-là, on sera à 7 points. Si on gagne, on sera à 4 points. Vous voyez comme ça peut aller très vite? Je fais un scénario qui est peu probable parce que il y a très peu de chances que les Parisiens perdent à Lyon. Mais on ne sait jamais. Dans le football, la science exacte n'existe pas, comme on dit. Allez, on enchaîne avec le premier contrat professionnel de Kélian Abdallah. Voilà une petite information supplémentaire pour la jeunesse qui prolonge du côté de l'OM pour 2028 et qui prolonge surtout en pro. C'est son premier contrat pro. Donc bienvenue à toi. Bien joué à mon petit Kélian qui avait fait une bonne pré-saison pardon, et qui avait mis un superbe but. Je crois que c'était contre Toulon, une frappe en lucarne. Si je me souviens bien. Allez, on enchaîne avec Murillo qui va prolonger. Voilà, je vous en ai parlé en privé à certains qui me suivent. Une prolongation, c'est vrai que le club et mon agent négocient. Mais moi, c'est très important de le dire, je reste concentré sur le match. Et on veut vraiment que les joueurs, quand ils sont en négociation, que ce soit pas eux qui soient à négocier avec le club. C'est des personnes comme les agents, sa famille, et ci et là, qui restent dessus cette affaire-là. Lui reste concentré sur le sportif de demain et ce sera à eux de régler tout ça. Donc on espère voir un Murillo pour l'avenir, un joueur qui est intéressant, qui est important cette saison puisqu'il est tout le temps titulaire. Il a le plus grand nombre de minutes de jeu sur le terrain, je crois, mis à part peut-être Rouli qui est devant lui. Je suis pas sûr encore. Et il a manqué un match contre Strasbourg, si je me souviens bien. Et derrière, il ne coûte pas trop cher en termes de salaire. En transfert, on l'a recruté pour 2,5 millions. Donc c'est tout bénef pour nous. Et derrière, De Zerbi nous dit quoi? Il nous dit la même chose, plus ou moins d'une autre manière. C'est un joueur adéquat pour l'OM et j'espère qu'il restera longtemps. Adéquat dans le sens, comme je viens de vous le dire, peut-être, sportivement parlant, il est polyvalent, il nous dépanne énormément. Il a un niveau quand même supérieur cette année à d'autres défenseurs qu'on a dans notre effectif. Et il nous convient aussi dans le côté pécunier, parce que salarialement parlant, c'est pas cher. Transfèrement parlant, c'était pas cher. Donc c'est tout bénef pour l'OM.
de le prolonger. Il a certes 29 ans, certains vont dire ouais 29 ans c'est presque 30 ans, mais c'est rien 29 ans. Dans le football actuel, il est défenseur central ou défenseur latéral, parce qu'il peut faire les deux postes. Donc c'est rien du tout. Il a encore plusieurs années devant lui. Et maintenant, s'il arrive à prendre conscience de son haut niveau, peut-être qu'il peut passer encore un cap supplémentaire l'année prochaine. C'est pour ça, moi, j'attends de voir l'année prochaine pour être vraiment sûr sur ce point-là de Murillo, très grand joueur ou grand joueur tout simplement de Ligue 1. On verra ça l'année prochaine pour Murillo. Et c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, faisons un autre focus sur un autre joueur. J'avais envie de parler de Gouiri. J'en ai parlé lors du dernier match. J'avais bien vu finalement que c'était lui peut-être le focus à faire. Parce qu'il a marqué un 2 buts et il a fait un match énorme. Un 9 sur 10. Voilà, une superbe note qu'on avait donnée en live et on le fera ensemble avec Anthony comme je vous l'ai dit. Donc le focus sur Amine Gouiri qui va jouer son 4e match. Il a déjà joué 188 minutes sous le maillot olympien pour 2 buts et 3 passes D. Des stats énormes pour un début de saison et un début de carrière à l'OM. On espère qu'il confirme de plus en plus et qu'il reste le plus régulier possible. Derrière, il y a De Zerbi qui nous en a parlé. Donc c'est pour ça que je vous mets ça en avant. Parce que Gouiri doit travailler sur son estime de soi, nous dit De Zerbi. Lui n'est pas entièrement conscient de sa force et ses qualités. J'essaye de m'en occuper, personnellement, nous dit De Zerbi. Il faut qu'il pense comme un numéro 9. Parce qu'il en a les facultés. Il me rappelle de grands numéros 9 du passé. Il a tout vraiment pour être un des plus grands avant-centres d'Europe. Alors, je vous mets en rose. Pouvoir être un des plus grands avant-centres d'Europe, parce que c'est pratiquement la même phrase, mot pour mot, que pour Eli Wahi. Donc, attention aussi à cette communication. Certes, c'est une communication qui peut être vraie, mais parfois, une communication peut être juste pour protéger les joueurs, tout simplement. Là, il le protège, mais c'est peut-être vrai, parce que c'est vrai qu'il a de la qualité. Et j'en avais parlé en début. Quand je vous ai dit, moi, pour le transfert qui est peut-être cher, c'est pas dans le domaine, c'est cher, vraiment cher, c'est cher directement, ce que je voulais dire. J'aurais préféré qu'on fasse le deal que voulait mettre en place Benassia. À l'époque, Benassia, quand on recrute Gouiri, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'un prêt avec une option d'achat énorme derrière. Et c'est ce que j'aurais voulu faire. Avec un prêt, payant peut-être, et derrière une option d'achat non obligatoire. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Là, il commence bien. C'est bien pour les 3 premiers matchs. Le 4e, j'espère qu'il soit encore bon. J'espère qu'il soit le bon le plus longtemps possible et qu'il reste à l'OM le plus longtemps possible s'il est bon. Mais derrière, tout peut aller très vite. N'oubliez pas, c'est un joueur qui était irrégulier par le passé. Dans des clubs qui avaient moins de pression, certes. Maintenant, on a mis le point, les points sur les i. Benassia lui a pris un rendez-vous, l'a reçu dans son bureau. Il lui a dit, écoute, à l'OM, c'est pas Rennes, c'est pas Nice. Tu dois faire vraiment de la régularité totale. Et on verra s'il sera régulier, je l'espère. Il me rappelle Gonzalo Higuaín dans sa façon de se déplacer, la façon dont il fait jouer l'équipe. Maintenant, il doit se spécialiser face au but. Alors, je dirais pas une comparaison à Gonzalo Higuaín. Donc, s'il le voit dans ses déplacements, peut-être que moi, je l'ai pas remarqué. Mais en termes de profil de buteur, c'est pas vraiment le même profil. On va dire que Gouiri, c'est un joueur un peu plus véloce. Voilà, Gonzalo Higuaín, c'était un peu plus lourd, je trouve. Mais vachement efficace. Voilà, c'était un buteur né, Gonzalo Higuaín. Donc, on va pas les comparer, même si c'est un excellent joueur, Gonzalo Higuaín. S'il arrive au même niveau que Gonzalo Higuaín en termes de statut européen et mondial, franchement, on sera satisfait d'avoir cet attaquant-là. Je parle d'Amine Gouiri. Donc, Amine Gouiri, je le vois faire un gros match encore une fois. Une fois, je le vois faire un gros match. Mon pronostic, donc le 3-1, comme je vous l'ai dit. Et il marquera, je pense, un but. Ouais, un but. Il y aura Greenwood qui va peut-être mettre un doublé ou un but. Et le 3e, je sais pas. N'hésitez pas à me proposer vous. Je continue. Alors, demain sera un des matchs les plus importants pour nous. Comme tous les autres matchs, je vais vous dire. Tous les vendredis, je dis la même chose, nous dit De Zerbi. Mais c'est la vérité. C'est une équipe capable de bien repartir en contre-attaque. Et on l'a vu au match aller. Je voulais montrer les buts. Le premier but, c'est pas une contre-attaque. C'est un long dégagement, une erreur énorme de Brassier. Le deuxième but, c'est une contre-attaque, oui, parce qu'on perd un ballon dans le terrain au Serrois. Derrière, on se fait transcender en contre. Et le 3e, c'est un contre aussi. Récupération de balle dans le terrain au Serrois pour l'erreur ou le duel perdu de Quentin Malin. Et derrière, c'est un contre. 2 buts sur 3 ont été des contres, effectivement. Qui a une identité forte et claire en parlant de Auxerre. Ils défendent bien et ne donnent pas trop d'espace. L'espace sera créé, de toute façon, quoi qu'il arrive. Au bout d'un moment, ils sont pas des robots, ils vont fatiguer. Dans la rencontre, ils vont courir après le ballon parce qu'ils vont essayer de récupérer le ballon, comme il le dit du côté du coach adverse. On va voir sa réponse tout à l'heure. Mais ils veulent récupérer le ballon, ils veulent pas que subir aussi. On continue. Donc, on continue. De Zerbi qui nous parle de l'absence de Balerdi. C'est une absence lourde pour nous. C'est un joueur très important, d'autant qu'il est en forme en ce moment. Il peut combler les erreurs des coéquipiers, mais on trouvera le remplaçant demain. Donc demain, pour le match, il y aura un remplacement, c'est normal, un remplaçant, pardon. Il y aura beaucoup de joueurs qui sont en concurrence comme Murillo, Cornelius ou Rongier. Ça peut être Murillo dans l'axe, ça peut être Cornelius dans l'axe, ça peut être Rongier dans l'axe.
Alors moi, je vois plutôt Kondogbia, personnellement. Je vais vous montrer ma compo, la compo de l'équipe et des compos probables et vous allez choisir la vôtre. Et vous allez me donner la vôtre aussi. Donc on va voir un petit peu qui va être dans l'axe de la défense. J'aurais plutôt voulu voir, moi, Kondogbia pour une simple et bonne raison, c'est que Cornelius, côté gauche, il est habitué depuis un certain moment. Il a pris des repères. Il a ses automatismes côté gauche de la défense. Je vais en reparler quand je vous montre la compo. Du côté des absences, on a le point médical avec Mumbagna, bien sûr, qui est en réhabilitation en ce moment. Voilà, il est sur le terrain, bon, tout doucement, il prend son temps. Comme je vous l'ai dit, ça sera début avril, normalement. Peut-être qu'on le verra peut-être dans un groupe, hein, au moment donné, peut-être en avril, voire fin avril, peut-être. Bacola, reprise de groupe, et Robinho Vaz, lésion à la cuisse, plusieurs semaines d'indisponibilité. Bonne chance à toi, Robinho. Pour une autre absence ou une incertitude, vous l'avez en bleu ciel, c'est Luis Felipe Ramos qui n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, selon le média La Méridionale. Donc encore de l'attente pour voir Luis Felipe Ramos Fantomas ou je sais pas comment on dit, Casper Ramos, on va l'appeler, plutôt que Luis Felipe au bout d'un moment. Mais ça fait un moment qu'on attend de le voir sur le terrain. Pour l'instant, bah, il n'y est pas. Il n'était même pas à l'entraînement. Donc il est incertain total. Il devrait être dans le groupe probablement, mais il ne devrait pas débuter la rencontre comme ils ont dit du côté de l'équipe. On enchaîne maintenant avec justement l'équipe. Compo selon l'équipe avec le 3-4-2-1 mis en place. Rouille au gardien, Murillo à droite, Cornelius dans l'axe. C'est ce que voit en premier l'équipe. Kondogbia à gauche. Devant lui, à gauche, on aura Merlin ou Dedic. Voilà, il y a un petit doute sur les deux joueurs. Højbjerg, Bennacer pour le milieu de terrain pour l'équipe. Henrique à droite, Greenwood, Rabiot et Gouiri pour les 3 de devant. Voilà pour la compo de l'équipe. Je vous montre la compo probable, la numéro 1 selon moi. Moi, je préférais voir Kondogbia. Voilà, comme je vous l'ai dit, Cornelius, il a ses repères côté gauche. Donc, laissons les joueurs à leur poste quand ils ont leurs repères depuis un nombre incalculable de matchs. Kondogbia arrive. À la limite, tu peux le mettre derrière. Un cran reculé. Certes, il n'a pas la vitesse. Et encore que de Cornelius, je suis pas sûr qu'il va beaucoup moins vite qu'un Cornelius, mais il a le jeu aérien d'un Cornelius. Il peut tout à fait, franchement, juger un petit peu dans son dos en ayant le jeu aérien, par exemple de Brassier qui n'a pas mis la tête. Voilà donc la difficulté pour Kondogbia. Dans les relances, il est un poil plus propre que Cornelius, même si Cornelius dernièrement il s'améliore de jour en jour. Donc moi pour ma part, je mettrais Kondogbia derrière. Voilà. En plus c'est un leadership naturel de la part de Kondogbia, on le voit dans les vestiaires. Donc ça serait bien de le mettre dans l'axe pour ma part. C'est ce que je ferais moi personnellement si j'étais coach. Devant, je laisse Bennacer, Højbjerg, Henrique, Greenwood, Rabiot, Gouiri. Je mets Merlin. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que De Zerbi le défend. Dernièrement, il le défend. C'est peut-être de la com, mais comme je suis un petit peu la com comme vous, je vais dire que pour l'instant, il y a un court avantage de Merlin, mais ça ne devrait pas tarder à changer. Parce que, vu les dernières prestations de Merlin, ça commence à bien faire yesh. Même De Zerbi l'a dit, hein, dans les 20 derniers mètres, il pose souci. Je continue la troisième compo et c'est juste Dedic qui remplace Merlin. N'hésitez pas à me dire lequel vous mettez, Merlin ou Dedic. La troisième compo probable avec Rongier qui remplace Bennacer et je laisse Dedic à la place de Merlin, il n'y a pas de souci. Je laisse toujours Kondogbia dans l'axe, il n'y a pas de souci aussi, je touche pas à la défense. Donc Rongier, pourquoi pas en concurrence avec Bennacer, on ne sait jamais. Pour l'instant, Bennacer vient d'arriver, il enchaîne les matchs, il enchaîne les bonnes prestations, il a fait que 2 matchs. La très bonne à Angers et la bonne contre Saint-Etienne, ou la très bonne par moment, voire la super contre Angers si vous voulez. Mais il faut qu'il tourne aussi. Il faut que ça tourne dans l'effectif. Et Rongier, pourquoi pas, aurait sa chance d'être titulaire. On peut l'imaginer. Je continue et je mettrai peut-être Felipe. Mais ça, c'est vraiment... Je ne pense pas que ça arriverait. Donc Felipe dans l'axe. Au cas où il soit disponible. Et toujours Dedic à gauche. Et voilà les compos. Maintenant, la comparaison entre Merlin et Dedic. Vous avez les chiffres. 15 matchs pour Merlin. 1 but, 3 passes D. Donc c'est plutôt honorable, on va dire. Du côté de Dedic, il a fait 2 rentrées pour 47 minutes. Avec une passe D. Magnifique de la tête pour le but de Rabiot. Donc la concurrence qui fait rage entre les deux joueurs. Un Merlin qui a l'habitude du jeu de De Zerbi, qui a compris les préceptes, qui convient parfaitement dans les 70 premiers mètres. Il est vachement technique, à l'aise pour jouer plus dans le milieu de terrain que finalement en termes de piston gauche, de ce qu'on comprend de la vie de De Zerbi. Et maintenant on a un joueur qui arrive, qui est tout bouillant, qui est tout pétillant, qui est tout insouciant et qui a envie de prouver sa valeur. Offensivement parlant, il a beaucoup à apporter, plus qu'un Merlin. Voilà, je pense que largement supérieur côté offensif du côté de Dedic. Défensivement, on a vu peut-être une petite défaillance contre Saint-Etienne, même si pour ma part c'est plus dans l'effort qu'il ne l'a pas fait plutôt qu'en dans une défaillance technique et peut-être physique, parce que derrière l'accélération de Cardona avec le ballon, je ne pense pas que Dedic soit trop lent pour se faire dépasser comme ça. C'est juste qu'il n'a pas été à fond dans cette action-là. Donc on va voir avec le temps si Dedic est vraiment inférieur défensivement à Merlin, qui pour moi aussi est inférieur à beaucoup d'autres joueurs. Pour moi, Merlin, c'est un joueur défensivement qui a beaucoup de défaillances et offensivement qui a beaucoup de déchets.
Donc c'est un joueur qui est entre deux et qui serait peut-être mieux dans un autre poste que jouer sur le côté gauche. Peut-être dans l'axe. Peut-être en tant que milieu récupérateur, milieu défensif. Peut-être que ça serait son poste à l'avenir. Attendons de voir. Hein. Peut-être qu'à l'avenir, on verra un milieu de terrain, Quentin Merlin. Parce qu'il a déjà joué dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Et on l'a vu en début de saison, quand il repiquait dans l'axe avec son pied gauche et qu'il jouait un petit peu dans le jeu, dans le cœur du jeu, c'était intéressant. Donc je demande à voir, peut-être dans l'avenir, à voir si Quentin Merlin ne repassera pas dans l'axe du côté de l'OM ou autre part. On enchaîne avec la réponse de De Zerbi qui défend Merlin malgré les critiques dans les premiers 70 mètres, comme je viens de vous le parler. C'est un joueur extraordinaire. Il abuse un petit peu, je pense, Roberto, mais il le défend. C'est de la com. Il a la technique du milieu de terrain, d'un milieu de terrain, comme je viens de le dire. En phase défensive, il a beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'il avait quand même des défaillances avant, mais il a beaucoup progressé. Il a encore des progrès à faire, moi je veux dire. Il faut juste qu'il améliore ses 20 derniers mètres dans les passes décisives, les frappes, la conclusion. Bref, tout ce qui est aux alentours de la surface, les centres ici et là. Il faut qu'il s'améliore. Quant à Merlin, il a trop de déchets. Il a ma confiance totale et celle de ses coéquipiers pour l'instant. Ça, c'était il y a quelques jours. Pour l'instant, il y a la confiance de Roberto. On enchaîne avec l'avis de Christophe Pélissier, le coach adverse. On doit être bon en transition, mais aussi savoir garder le ballon. Comme je vous l'ai dit, ils vont courir après le ballon. Et si nous, on arrive à faire tourner le ballon comme on le fait dans les derniers matchs, c'est-à-dire 70 à 80% de possession, je pense qu'ils seront assez fatigués rapidement. Et rapidement, on trouvera la solution. J'espère qu'on la trouve le plus rapidement possible en première mi-temps. Si on arrive à marquer un but, ils vont devoir se découvrir et on les tranchera en contre. Voilà, comme Montpellier, comme Toulouse, comme tous ces matchs-là, Saint-Etienne, qu'on les a enfoncés par cette manière-là. On marque rapidement, derrière ils s'ouvrent et derrière on les ouvre, tout simplement. Car pendant ces matchs-là, on a besoin d'oxygène, nous dit Christophe Pélissier, de sortir de la zone de pression. Et là, j'ai envie de dire, zone de pression, c'est le mot le plus important. Voilà, c'est il faut les laisser sous pression. Tout le temps sous pression. Parce que quand tu es sous pression, tu fais des erreurs. Ouais, il ne faut pas les laisser respirer. Voilà, peu importe si ils font pas les efforts qui restent derrière dans 2 lignes de 4 ou 2 lignes de 5, ce que vous voulez, mais derrière, il faut faire les efforts pour les faire courir. Il faudra les faire courir. De toute façon, c'est la solution. Actuellement, contre les blocs bas, contre les équipes qui nous attendent, qui jouent en contre, il faut les faire courir pour trouver des espaces quand tu auras des espaces qui vont se créer. Tout simplement. Allez, j'enchaîne avec du côté de la réponse encore de Zerbi sur... Non, pas de Zerbi. De Pélissier sur les absences du côté d'Auxerre pour voir la compo juste derrière. Sinali Diomande, donc le défenseur venu de Lyon, il sera absent. Il y a aussi quelques craintes sur Junior Traoré, le joueur qui a mis le 3e but au match aller. Donc il est incertain, mais on va voir un petit peu la compo avec et sans Junior Traoré. Il a fait une séance ce matin, donc on prendra une décision demain. Donc ça c'était hier, donc c'est aujourd'hui qu'ils prennent une décision. Je ne l'ai pas vu. Donc il ne faut pas précipiter les choses de mon côté et de votre côté. De son côté, pardon. J'enchaîne et je vous montre la compo auxerroise. Et n'hésitez pas à me proposer votre joueur que vous craignez le plus. Ou plusieurs joueurs, si vous avez envie de me citer des joueurs. Donc la compo qui est en 4-2-3-1. Voilà, donc la probable. Avec Léon au gardien, Over à droite, Djubal le bon défenseur, Akpa, Mensa, un bon latéral gauche. J'aime bien ce joueur de Ligue 1. Alors je ne vais pas dire que c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu, mais c'est un bon joueur, un bon défenseur gauche, un bon arrière latéral gauche, qui pour ma part, voilà, par rapport à Merlin, si on parle défensivement parlant, il n'a rien à envier. Voilà, on l'a vu au match aller, c'est lui-même qui récupère le ballon, je crois, sur le 2e but, qui récupère sur la passe de Balardi, peut-être pas assez appuyé pour Greenwood. C'est Mensa qui fait l'effort d'aller jusqu'au récupérer le ballon pour le donner derrière à son coéquipier. Obuzo au milieu avec Massengo, Sinayoko à gauche, attention à sa vitesse, sa vélocité, très vite il va. Perrin et son efficacité aussi, Traoré aussi, et Hébert pour le devant. La deuxième compo, sans Traoré, ça serait Danois, qui n'est pas Danois, mais Danois qui pourrait remplacer Traoré. Les joueurs à craindre, moi je vous les montre, les miens que je vais citer, il y en a 3, c'est Sinayoko, 22 matchs en Ligue 1 cette saison avec 2 buts et 4 passes D, un joueur comme je vous l'ai dit, rapide, véloce, puissant, qui a marqué au match aller en plus, sur l'erreur de Brassier. Perrin qui a marqué au match aller aussi le 2e but, la récupération de balle sur la faute de Balardi, l'erreur de Balardi, et Merlin qui ne se replace pas derrière lui, donc il était au duel avec Merlin au début de l'action. Merlin n'a pas fait l'effort et Perrin va marquer face à Rouli. 7 buts et 6 passes D, c'était des stats quand même assez intéressantes, un peu à la sauce de Luis Enrique, c'est presque pareil on va dire. Et l'autre joueur pour l'instant qui est incertain, je vous l'ai mis en rouge, c'est donc le jeune Junior Traoré qui a 19 matchs en Ligue 1 cette saison pour 9 buts et une passe D. Alors certains du côté des comptes insiders et ceux qui suivent, les suiveurs auxerrois, j'ai suivi à droite à gauche, ils se plaignent un peu des efforts non répétés de Traoré. Il les serait un petit peu nonchalant de ce que j'ai vu dans les sites et dans les insiders auxerrois. Donc on va suivre ça, même si c'est pas intéressant pour nous, puisque nous, ce qu'on fout, on s'en fout qu'il soit justement, s'il est nonchalant, ça nous intéresse avant tout, c'est qu'il fera pas les efforts peut-être pour récupérer le ballon. Après, comme on le dit à chaque fois, quand on affronte l'OM, la nonchalance n'existe plus. Ils font tous des efforts à 200%.
Voilà les joueurs que je crains du côté de Auxerre. N'hésitez pas à me proposer le vôtre. Et on enchaîne avec le bilan des confrontations au stade l'Abbé des Champs ou un autre avant. Je ne sais pas dans l'histoire s'ils avaient un autre stade. En tout cas, c'est à Auxerre, en championnat de France. 27 victoires quand même pour Auxerre, 7 nuls et que 11 victoires. C'est pas une bon ratio quand même. Hein. Allez, on va espérer que Gouiri marque son but pour nous donner la victoire. Du côté de la VAR. Allez, et on en parlera peut-être tout à l'heure dans le live que je vais lancer très tardivement. Le fait qu'un arbitre de la VAR soit un supporter du PSG, ça m'a énervé, nous dit De Zerbi dans la conférence de presse. Stinat, désigné face à Auxerre. Généralement, je ne sais même pas qui est l'arbitre. Je ne crois pas que les arbitres soient de mauvaise foi. J'espère qu'il fera un bon match et sera serein. Ce qui m'embête, c'est cette chose sur l'arbitre assistant vidéo du VAR. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade. Le fait qu'un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m'a énervé. On est tous égaux. Je n'ai jamais vu ça et c'est énervant pour nous et les supporters. Il faut en parler et éclaircir le sujet. Il y a tellement de choses en ce moment et on va en reparler tout à l'heure. Parce qu'il y a eu une interview de Textor sur As qui est une pépite. On va la lire ensemble si vous voulez réagir sur ça, sur le PSG, sur le QSG, sur l'hégémonie parisienne que j'ai mise en avant depuis quelques jours, quelques semaines pratiquement. Voilà, ça fait longtemps que je voulais en parler. Et là, franchement, l'interview de Textor, elle est lourde. Elle est lourde de sens. Et il tape sur Longoria peut-être, mais il tape à juste titre. Je suis d'accord de taper sur Longoria de cette manière-là, même si, comme je vous l'ai dit, moi, Longoria, je le vois plutôt en sous-marin travailler. Allez, j'enchaîne justement avec l'arbitrage d'abord. D'abord, Pélissier qui nous parle d'arbitrage. L'arbitre, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Nous, c'est le terrain. Et je suis d'accord, c'est pour ça que je le mets en bleu, je suis d'accord de se concentrer que sur le terrain. Moi, ça m'énerve de parler que de l'arbitrage, des choses pas extra-sportives, parce que c'est directement lié au sportif. Mais la VAR, les histoires du QSG, ici et là, ça m'énerve d'en parler. Je veux pas en parler, ça me débecque d'en parler. Moi, je veux m'intéresser qu'au sport, sur le terrain. Je veux prendre du plaisir par le sport, les buts, les ci, les là. Voilà, je veux parler de ça, la tactique ici et là. Pourquoi pas? Mais autre chose que cela, les arbitres ici et là, ça m'énerve d'en parler. Mais j'en parle quand même. Voilà, j'essaie de me forcer à en parler et je vous en parle, j'espère comme il faut. J'aime travailler sur les choses que je peux maîtriser, nous dit Pélissier. Une équipe comme l'OM n'a pas besoin d'entrer dans cette polémique. Là, je l'ai mis en rose parce que c'est encore plus important. Non, il faut rentrer dans cette polémique. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Comme Jonathan. Jonathan, trop. Donc non, c'est trop. C'est trop. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Que ce soit comme l'arbitrage, la VAR, les instances, les droits télé, le fair play financier européen, le monde du football en général. Et je ne vais pas parler que du Qatar, mais est gangréné par beaucoup de choses. Et l'arbitrage en fait partie. Je ne parle pas des personnes même. Les arbitres n'y peuvent rien parfois. Ils sont dépassés, ils sont perdus et ils n'y peuvent rien. Ils n'y peuvent rien. C'est juste les instances qui dominent ça, qui sont rincées par des milliards et des milliards ou des millions par des personnes qui traînent par exemple du Qatar ou autres instances ou autres États comme les Émiratis ou ci et là. Donc tout ça, ça gangrène le football. Alors je veux bien qu'ils s'intéressent au football, si on vient sur le Qatar. La Coupe du Monde a été bien gérée de cette manière comme elle a été faite. Mais qu'ils essaient de s'imposer de manière à dominer par le pognon ici et là et à mettre leurs instances en place, ça ne va pas aller trop longtemps. Donc on enchaîne avec l'arbitrage. Donc Jérémy Stina qui est programmé pour c'est le 4e arbitre qui a causé l'exclusion de Benassia contre Lille. Vous vous en souvenez? Pour les 3 mois de suspension, c'est à cause de lui. Enfin, c'est à cause de lui. Pas principalement, parce que le carton rouge vient de Turpin. Mais c'est lui qui a été menacé, soi-disant, de Stina. Et il a confirmé lors de son audition. Bon, bref, pas grave. L'arbitre Marseille-Saint-Etienne. Je me suis trompé. L'arbitre de Auxerre-Marseille. Je me suis trompé, j'ai oublié d'enlever le titre. Donc, il a 9 matchs arbitrés pour l'OM, avec 6 victoires de l'OM, 2 victoires et 1 défaite. C'est plutôt positif, on va dire. 19 buts de l'OM, 6 encaissés. C'est plutôt positif. 17 cartons jaunes, 11 cartons jaunes pour l'OM, c'est positif. Et 2 cartons rouges et 1 carton rouge pour l'OM, c'est positif. Alors, si on regarde le ratio, c'est plutôt positif. Maintenant, avec la dinguerie qui s'est passée dernièrement, où il a confirmé se dire qu'il se sentait menacé par Benassia, alors que c'était juste un doigt en direction de la surface de réparation pour montrer le penalty qu'il y avait sur Jonathan Rowe et que Turpin n'a pas sifflé. Je crois que c'était Jonathan Rowe. Donc, pour cette raison-là, je trouve qu'il ne devrait pas arbitrer le match. Il ne devrait même pas arbitrer l'OM jusqu'à la fin de saison. Il y a trop eu une grosse polémique derrière qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, pour que des antécédents qui sont passés il n'y a pas longtemps, pour qu'on le mette directement à la direction d'un match de l'OM. Dernier match, 22 décembre 2024, ASSE, OM 0-4. Donc c'est positif. C'est positif, c'est l'arbitrage, point de vue statistique. Maintenant, est-ce que ça va changer par rapport à ce qui s'est passé avec les antécédents? J'espère pas.
Du côté des informations, nous avons aussi l'ancien dirigeant de l'Inter, Alessandro Antonello, qui pourrait intégrer l'organigramme de l'OM. Donc c'est l'ancien président de l'Inter qui a eu d'autres postes, voilà, et apparemment il devrait remplacer, logiquement, ce que j'ai entendu, le directeur général, l'ancien directeur général qui est parti il y a quelques mois, c'est Stéphane Tessier qui est parti, l'ancien Stéphanois. Donc il devrait remplacer Alessandro Antonello. Donc on passe encore un cap, même à l'organigramme. Voilà, c'est un autre standing que Stéphane Tessier. Je suis désolé pour Stéphane. Si tu me regardes, j'ai rien contre toi. Abonne-toi, like, partage et fais un partage pour toute ta famille. Allez, j'enchaîne pour le sujet qu'on va aborder tout à l'heure peut-être en live. John Textor s'en prend à Pablo Longoria. Est-ce que Pablo Longoria peut avouer que le plus gros problème du championnat n'est pas notre multipropriété? Il parle de la multipropriété de Lyon, de Botafogo, de Crystal Palace et de tout ce qui possède donc Eagle, le groupe que possède, comment s'appelle, John Textor. Mais bien le fait que le PSG dépense 200 millions par an pour battre l'OM. Est-ce que les supporters de l'OM sont heureux que le PSG les batte chaque année? Que le maximum que Marseille puisse obtenir est être deuxième? Parce que je n'ai jamais vu se prononcer publiquement contre le PSG. Là, c'est vrai que ça paraît dur. Vous allez dire, vous allez insulter peut-être John Textor, mais dans un sens, est-ce qu'il n'a pas raison là? Franchement, vous lui donnez tort? Vous lui donnez tort? Moi, je lui donne pas tort. Mais après, comme je vous l'ai dit, je ne critiquerai pas Longoria sur ça parce que je me doute bien que Longoria est assez intelligent pour la jouer sournoise. Il a déjà une tête de sournois. Comme je vous l'ai dit, moi, il me fait penser à une petite fouine. Donc, je le vois bien être en mode soum-soum, travailler dans le dos de Nasser, ici et là. Et dès qu'il faudra taper dans le dos, il le fera. J'espère le plus rapidement possible parce que là, Textor s'est mouillé. Textor porte ses couilles. Et Textor a fait une grosse interview du côté de As qu'on va décrypter ensemble tout à l'heure. Voilà, les amis, je pense avoir tout abordé pour cet avant-match. Je vous redonne mon pronostic. Voilà, le 3-1. 3-1 pour l'OM. But de Gouiri, but de Greenwood. Le troisième, choisissez-vous. Choisissez but. Et c'est marqué là en plus. Voilà les amis. Allez, on se retrouve ce soir tout à l'heure. Il est 21h53 à l'heure où je vous termine cette vidéo. Je vais faire le petit montage, le temps que je l'envoie, 22h15 environ. Et après, on se retrouvera peut-être vers 23h, 23h30 pour vivre un bon petit avant-match nocturne avec Sebash Foot. Vive le foot chez Sebash Foot. Et surtout, abonnez-vous, like, partage, la petite force. Et surtout, j'attends que ça finisse. Allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao!